Woodkid ou Yoann Lemoine? Ah, Yoann, non? Yoann. Je sais pas, on se connaît un peu, Mouloud, donc on peut appeler Yoann. Cet album Goliath, c'est quelque chose qui est totalement hors format, complètement atypique dans cette époque-là, alors que le précédent album t'avait amené au firmament de la pop. Oui. Pourquoi avoir décidé un changement si radical? Pour moi, je ne l'analyse pas comme un changement radical. Juste comme une évolution qui est assez logique par rapport à mon trajet. J'ai toujours eu un problème avec ces moments en studio où ma musique est réminiscente de la musique de quelqu'un d'autre. J'ai toujours un peu fui ça, donc forcément la suite logique de tout ça, c'est d'essayer de faire des choses le plus, j'espère, le plus bizarre possible ou le plus un peu à contre-courant, quoi. Donc aujourd'hui, faire quelque chose d'intime et de personnel, c'est une forme de radicalité. Dans un moment où tout semble de plus en plus formaté, où les algorithmes dictent la musique. Oui, enfin, je suis pas le seul à faire des choses personnelles. Il y a beaucoup d'artistes qui le font. Donc, en l'occurrence, c'est toi l'invité aujourd'hui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour être radical, il faut être un peu seul. Je suis pas seul à défendre tout ça, à défendre l'idée que la musique alternative a aussi une place dans le paysage culturel. Donc, je me sens pas radical à ce niveau-là. Il veut encore dire quelque chose, ce mot alternatif, quand on parle de musique? Plus que jamais. Ouais. Plus que jamais. C'est quoi de la musique alternative? C'est une musique qui propose une alternative. Qui propose une alternative à des formats un peu préétablis, ou en tout cas un peu suggérés, on va dire. J'aime bien ce mot suggéré. Parce que non, il n'y a pas un diktat de ce qu'on est censé faire musicalement, mais c'est suggéré fortement. Et quand on se retrouve avec la musique que tu fais à faire des tubes, est-ce qu'on se dit j'ai craqué le code de la machine? Est-ce qu'on se dit... Des tubes, moi je me suis jamais dit que je faisais des tubes. D'accord. Pour moi, des tubes, ils partent en 2 secondes. Moi, ma musique, elle demande du temps quand même. C'est beaucoup de travail. Run Boy Run, ça s'est pas fait en un jour. Pour moi, je fais pas des tubes. Enfin, en tout cas, peut-être que ça le devient, mais je le vois pas comme ça. Pour moi, des tubes, il y a quelque chose d'assez immédiat dans la réponse. J'aimerais bien des fois que la réponse soit très immédiate. Mais non, mon premier album, on l'oublie un petit peu, mais Iron est sorti en 2011, Run Boy Run est sorti en 2012, I Love You est sorti avec l'album en 2013. Donc ça s'est étalé sur 3 années de travail, de promotion. Ce qui en fait est assez irréaliste par rapport à l'économie du disque aujourd'hui. Donc non, c'est pas des tubes pour moi. Si j'avais sorti cet album-là, The Golden Age, mon premier album, dans un contexte de l'industrie, on va dire un peu plus classique ou un peu plus imposé, on m'aurait mis au placard en 2 secondes. Est-ce que les choses se sont déjà passées facilement pour toi? Parfois. Parfois, j'ai eu de la chance, ouais. J'ai eu des bonnes rencontres au bon moment. Parfois, mon travail a provoqué la chance et inversement. Parfois, oui, parfois, non. C'est un mélange des deux. Il y a des choses qui demandent beaucoup de travail, cet album, par exemple, parce que le contexte, S16, S16, il demande beaucoup de travail. Beaucoup plus que le premier. Parce que le contexte est plus compliqué, parce que peut-être que cette musique, elle est moins accessible. Donc oui, des fois il faut travailler, il faut ramer, il faut travailler dur, mais c'est aussi ça qui est cool, c'est de défendre son art, les choses qu'on fait. Il faut des fois se battre pour les œuvres qu'on crée. Qu'est-ce qui est la bagarre la plus compliquée à mener quand on a un artiste comme Woodkid? Il n'y a pas de bagarre compliquée, ce serait absolument indécent de dire ça. Les bagarres compliquées, elles sont bien ailleurs. Il y a des moments un peu contrariants, mais c'est des problèmes de bourgeois. Non, il n'y a rien de compliqué, en vrai. Au pire, il y a des petits moments d'ego. Il y a des moments où, oui, on ne me traite pas comme on me traitait sur ce premier album, parce que peut-être que j'ai moins la hype, parce que le temps tourne, parce que moi j'ai peut-être moins de jus, parce que ma musique, elle est plus... Elle est peut-être destinée à être moins... à avoir moins d'écho et à être plus intimiste. Donc forcément, ça crée des petits moments d'ego. Mais c'est l'ego de petit bourgeois derrière son compte Instagram le soir et qui vit très bien sa vie. Donc j'ai pas... non. C'est pas compliqué. T'as toujours été un petit bourgeois, comme tu viens de le dire, ou tu l'es devenu? Non, je suis devenu. Je le suis devenu. Ça crée beaucoup de dissonance cognitive chez moi, mais je le suis devenu. Mais après, je le suis devenu avec du travail et de la passion. Et surtout, j'ai emmené beaucoup de gens avec moi là-dedans. Donc, j'ai pas honte. Mais par contre, je sais d'où je viens et je sais ce que je suis aujourd'hui. Donc, il y a certains sujets où j'évite l'indécence de me plaindre. Voilà. Est-ce que tu ressens parfois une forme de culpabilité par rapport à ce changement de statut social? Ouais.
Oui, mais ça, je commence à aussi faire mon deuil de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je vois un monde qui existe en sphères, et on est toujours la sphère inférieure d'une autre sphère. Et ces sphères de culpabilité, ces sphères de violence, elles s'échelonnent d'une manière qui est assez exponentielle. Je ne suis pas du tout en haut de cette courbe exponentielle, donc j'apprends aussi à relativiser. Pour moi, la seule chose qui importe, c'est pas la classe sociale dans laquelle on parvient, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette ascension. Qu'est-ce qu'on fait de ses privilèges? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de son argent, qu'est-ce qu'on fait de ses privilèges, qu'est-ce qu'on fait de son ascension, qu'est-ce qu'on dit, contre qui on parle, avec qui on parle. C'est la seule chose qui m'intéresse, moi, vraiment. Donc j'essaie de faire de mon mieux à ce niveau-là. Parfois, tu parles de quelque chose qui est très intéressant, c'est une notion de dire, voilà, parfois, il faut ralentir le temps. Il faut être capable de ne pas céder à l'immédiateté, à l'accélération de l'information. Et tu dis que toi, ça t'affecte énormément. Ouais, c'est un vrai sujet dans ma vie. C'est vraiment un sujet qui est complexe parce que je crois qu'il y a une beauté parfois à faire les choses dans l'immédiateté, à pouvoir les faire de manière spontanée, mais je n'aime pas que ce soit imposé. Là, par exemple, je pourrais très bien me dire, bon, bah voilà, SS16 a pris 5 ans à se fabriquer, qui est une espèce d'absurdité pas du tout rentable pour personne, qui épuise tout le monde sur le long terme. En réaction à ça, je peux avoir envie de me dire, bon, si on allait 1 mois en studio, on sort un album et on le sort comme un geste. Ça pourrait très bien se passer, mais il faudrait que ce soit mon choix. Je ne voudrais pas que ce soit quelque chose qu'on m'impose. Alors, j'ai le luxe de pouvoir me le permettre, ce temps-là, mais je paye aussi parfois, encore une fois, à mon échelle très confortable, mais parfois je paye un peu le prix de ce temps que je peux prendre. On me le fait remarquer. Que ce soit mes équipes, que ce soit les gens avec qui je travaille, que ce soit les partenaires avec qui on doit collaborer autour de la sortie d'un album. On me dit, ah oui, mais attends, chérie, le temps que tu as pris, là, faut bien que tu comprennes que les choses ne sont pas acquises. Donc, évidemment, ça fait partie du jeu aussi. Il faut avoir cette force-là d'accepter qu'on redescend un peu l'échelle quand on prend son temps. Et quand on veut faire des œuvres qui restent, est-ce que c'est compatible avec la façon dont l'industrie est construite aujourd'hui? Pas forcément, mais il y a plein de manières de contourner les choses. Moi, je continue à croire que quand les choses sont faites de manière sincère, et j'espère que j'ai fait cet album de manière sincère, en tout cas, dans l'énergie dans laquelle je suis, j'ai l'impression d'être sincère quand je le fais. Je me dis qu'il y a une récompense à long terme. J'ai pas envie de rentrer dans un cynisme qui me pousserait à arrêter de croire à ça. C'est peut-être de la naïveté, hein, mais je crois en ça et je pense que les artistes sont forts quand ils restent accrochés à cette valeur fondamentale qui est: est-ce que mon œuvre est sincère? Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que j'ai lutté suffisamment contre tous les facteurs extérieurs qui peuvent faire que mon œuvre est dénaturée? Quels sont les facteurs qui peuvent dénaturer l'œuvre d'un artiste aujourd'hui? La pression à raccourcir la longueur d'un morceau, par exemple. La pression à être invité sur un plateau télé et qu'on vous demande de faire rentrer votre chanson dans 1 minute 30. Parce qu'après, l'émission perd ses annonceurs, donc perd de l'audience, donc perd de l'argent. Ça peut être un tempo. Tiens, 2 petits points, 3 petits points de plus. Du kick dès le début du morceau. Toutes ces phrases, on les a tous entendues. Tous entendues à un moment ou à un autre. C'est parfois, en tant qu'artiste, puisque c'est l'artiste qui sait, c'est personne d'autre. C'est l'artiste qui sait ce qu'il a à dire. C'est l'artiste qui doit dire: non, il n'y a pas de kick au début du morceau, et non, le morceau est lent. Ou rapide, s'il veut qu'il soit rapide, mais ça doit être son choix. Voilà, je pense que c'est ça le challenge de l'époque. Les gens dont tu parles, c'est des gens qui font le filtre entre l'artiste et le public. Là, actuellement, tu es en tournée dans toute la France. Ouais. Est-ce que, par exemple, des choix où toi, tu te disais: non, mais ça, je ne changerai jamais rien, trouvent leur écho dans le public et démentent tous les conseils qu'on a pu te donner? J'adorerais dire oui. Parfois, non. C'est mon ego qui parle trop et parfois, les gens autour de moi ont raison. Donc, je les écoute. Mais le luxe que doit avoir l'artiste, c'est le luxe de se confronter à son ego et se rendre compte qu'il a tort. Avant qu'on lui dise
ce qu'il doit faire avant même qu'il ait l'occasion d'apprendre de ses erreurs. Moi, je fais des erreurs tout le temps. J'ai fait des conneries sur cet album. Il y a des titres trop lents, il y a des titres qui manquent d'énergie. Mais l'accident, c'est inhérent à toute création. Oui, et puis c'est ce que je voulais faire au moment où je l'ai fait, surtout. Et j'en suis fier. Après, oui, sur le live, il faut pimper un peu. C'est la nature du live. Mais je préfère que ce soit le public qui me le dise. Tu as composé la musique de la cérémonie de passation entre les Jeux Olympiques de Tokyo et de Paris. Et ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je sais pas, j'ai encore du mal à réaliser. C'est une chance folle, un honneur fou. Voilà, ça s'aligne avec beaucoup de choses que j'ai envie de faire et de dire. C'est un sujet qui m'intéresse, parce que le sujet du sport m'a toujours intéressé. Voilà, j'ai encore du mal à en revenir, mais c'était surtout chouette parce que c'était une collaboration avec la maîtrise de Radio France, la maîtrise de Bondy et l'Orchestre National de France chez Radio France. Donc c'est des ensembles que moi j'admire beaucoup, avec qui j'ai toujours rêvé de travailler. Donc c'est très particulier de pouvoir avoir cette connivence avec ces gens-là, quoi. Ta musique a déjà fait le tour du monde plusieurs fois. Là, ça va être quelque chose d'autre avec les JO. C'est une musique qui va rentrer dans l'histoire. Est-ce qu'on prend la mesure de ça au moment où on doit travailler ? Non, il faut pas. Parce que sinon, on fait rien. Enfin, moi, j'ai suffisamment de... je peux être très autodestructeur aussi. Et si je commence à me poser ces questions-là, je penserai jamais que je suis à ma place en faisant ça. Donc, je ne ferai rien. À un moment, je préfère me reposer sur la confiance qu'on me porte pour porter ce projet-là et me dire, bon, bah, c'est eux qui savent, donc moi, j'y vais. Et je préfère me dire, ils ne me feraient pas appel à moi si je n'étais pas qualifié pour le faire. Mais si je commence, moi, à me poser cette question-là, je dis, bon, bah, allez, au revoir, je rentre chez moi, quoi. Paradoxalement, il y a des ponts entre les valeurs défendues par l'olympisme et les valeurs défendues dans ton travail, Woodkid. Ouais. Ça parle de rapport à l'échec, de non-renoncement, du rapport au corps également, d'espoir. Ouais. C'est des thématiques qui sont assez liées, en fait. Oui, et puis en fait, ça a été beaucoup dans les discussions avec Tony Stanguet et le comité olympique, etc. Si je parlais du sport, il fallait que je parle du sport dans aussi ce que le sport a d'intime. Le rapport des sportifs à leur corps est très très particulier. C'est un sujet très intéressant artistiquement à traiter. Le corps qui se brise, le corps qui se régénère, le corps qui devient meilleur. L'idée de la performance, c'est quoi la performance ? En quoi c'est du physique, en quoi c'est du mental ? C'est des valeurs qu'on peut trouver partout en fait, qui peuvent faire écho à la vie de l'intime, à la relation amoureuse, à moi, ma carrière, à ce que c'est que la vie en général. Donc, ça m'intéressait beaucoup, cette idée de répétition, cette idée d'amplification, cette idée de chute, de rebond. Donc, quand j'ai travaillé autour de tout ça, sur la composition de la musique, parce que c'était du pain béni en termes d'inspiration. C'est quoi la flamme, pour filer la métaphore olympique, parce qu'on est des foufous des métaphores, c'est quoi la flamme qui t'anime ? Alors, l'espoir. L'idée que... c'est l'espoir, mais pas dans n'importe quel contexte. L'espoir dans une reconnaissance honnête de la noirceur du monde, de la violence du monde, de son ingratitude, de sa... pour citer quelqu'un que j'aime beaucoup, je sais que tu aimes beaucoup, Édouard Louis, qui dit il pense fondamentalement que le monde est mauvais. Je crois que je le pense aussi, mais je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'espoir là-dedans. Et pour moi, le premier moment d'espoir, c'est la reconnaissance de ça. J'ai suffisamment évolué dans un monde un peu Coca-Cola, de la publicité, tout ça, etc., pour savoir que cette espèce de déni très vitrifié, comme ça, très enjolivé du monde, n'amène nulle part. Il faut passer par la case qui gratte, quoi, par la case un peu sombre, pour que la lumière soit d'autant plus lumineuse. Est-ce que militer, c'est exister ? C'est pas facile comme question. Non. Je suis pas pour le diktat du militantisme. La conscience, ce serait déjà pas mal. Ce que je voulais dire, c'était plutôt, est-ce qu'une présence, des fois, suffit à militer, à faire avancer les choses comme ce morceau ?
La musique. Ou être dans l'espace public? Je pense que ce morceau, il s'attache à toute une lutte collective et toute une époque. Il n'existe pas sans... C'est interconnecté pour moi, il n'existe pas sans toute cette lutte. C'est bien parce qu'il représente quelque chose, qu'il est puissant. Il n'est pas la lutte en lui-même. Enfin, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, mais non, pour moi, c'est plutôt ce que ça évoque. C'est des questions d'alignement aussi, tout ça. C'est aussi pour ça que je parle de chance. Parce que parfois, on sort des morceaux à des moments où ils s'alignent avec les planètes. Ils s'alignent avec une tendance, avec une humeur du monde. Et du coup, ils s'y accrochent, en fait. Ils sont ancrés dans l'époque. Il y a 10 ans, Woodkid a eu un alignement de planètes avec ce morceau, dont on fête les 10 ans. Ce morceau, c'est Iron. Dont nous fêtons les 10 ans. Ça passe vite, mon vieux. Ouais, je me sens un peu vieux. Mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies depuis. Donc, c'est pas si longtemps que ça. Est-ce que le kid de Woodkid a encore du sens? Non, il n'en a jamais vraiment eu, en réalité. Je changerais de nom si je pouvais. Et puis, en fait, je m'en fous, mais... c'était un pseudo MySpace de l'époque, j'avais trouvé ça cool et puis j'ai essayé d'y trouver du sens derrière, mais ce nom a finalement assez peu d'importance parce que je suis plein d'autres choses à la fois. Je me sens très adulte aujourd'hui, beaucoup moins enfant qu'à l'époque. C'est quoi être adulte pour toi? C'est être un tout petit peu plus dans le présent. Pour moi, c'est savoir déplaire. Être capable de déplaire. Ouais, être capable de déplaire. C'est quoi ton dernier problème d'adulte? Mon dernier problème d'adulte, c'est dur ça. J'en ai beaucoup. Hein. Enfin, j'en ai beaucoup, non, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. C'est pas facile ça. Avoir déjà beaucoup de problèmes, c'est des problèmes d'adultes. Non, disons, gérer des équipes. Ça, c'est un vrai problème d'adulte. C'est un sujet qui demande vraiment de la maturité. Ça, c'est encore un sujet sur lequel je ne suis pas encore très au point. Tu l'as appris sur le tas? Bah ouais. Ouais. Je me suis jamais dit que j'allais gérer des équipes un jour. Ça me paraît assez surréaliste. T'es plutôt autoritaire? Ouais, je peux l'être. Ouais. Je suis pas facile. Pas quelqu'un de facile C'est pas facile de travailler avec moi. Ça, j'en ai conscience. Pourquoi c'est pas facile? Parce que je sais ce que je veux. Ça veut pas dire que c'est toujours les bons choix. Donc en ça c'est difficile. Parce que je crois que j'ai une très très haute attente des gens et que j'ai peu de patience à les former. Ça peut être un problème parfois. Donc j'essaie de gagner sur ce terrain-là en étant plus tendre et en apprenant que aussi peut-être gérer des équipes, c'est aussi avoir la tendresse de pouvoir faire grandir les gens. Est-ce que tu te dis des fois que si cette tendresse tu te l'accordais à toi, tu pourrais l'accorder aux autres? T'as pas l'air très tendre avec toi-même. Non, mais comment dire, j'ai pas le choix, vraiment. C'est-à-dire que je suis pas dans une situation géopolitique qui me le permet. C'est-à-dire que si je suis pas très dur avec moi-même, c'est difficile d'avancer là, pour être très honnête. Vu le contexte et vu la somme de travail que demande mon projet, je suis obligé d'être très très exigeant. Parce que je ne suis pas toujours très aidé. Parfois, je n'ai pas les moyens d'être aidé. Donc oui, le projet paraît être parfois comme ça un petit empire, alors qu'à plein de niveaux, il est très artisanal. Donc des fois, c'est moi qui mène la barque et je n'ai pas le choix, parce que sinon, le bateau sombre. On va parler d'une ville chère à ton cœur, c'est New York. Ah oui. Tu as vécu à New York? Ouais. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mis un pied là-bas? Ça va faire 2 ans. Ça me manque un peu, mais j'en ai un petit peu fini avec cette ville. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a déjà là-bas, il y a une énergie qui s'est polarisée ailleurs, plutôt du côté de la côte ouest. Et parce que je crois que j'ai fait le tour
cette fuite. C'était un peu une fuite quand même d'aller vivre là-bas. Qu'est-ce que tu fuyais? Toute la folie du premier album. J'avais pas... je l'adorais et en même temps je voulais pas y être confronté de manière frontale. Donc c'était un petit peu une fuite. Puis aussi parce que je trouve que la culture américaine m'a beaucoup influencé. Mais maintenant, je commence à m'intéresser à d'autres cultures que celle-ci. L'émission s'appelle Verven Underground et c'est un nom qui définit également Woodkid, c'est-à-dire que c'est un mélange de super pop dans les influences et de musique extrêmement pointue. Oh, pointu, je sais pas. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pointu? C'est pointu. Ah bon? Quand on te dit c'est des tubes, tu dis c'est pas des tubes. Quand on te dit c'est pointu, tu dis c'est pas pointu. Tu veux quoi? Tu veux une chachouka? Tu veux un burger? Tu veux des frites? Non, mais il y a plein de choses entre les deux. Entre padéite et pointu. Enfin, moi, je peux citer plein de sphères de gens que je connais très pointus pour qui je suis le dernier des vendus. Donc, encore une fois, c'est une histoire de sphère. De sphère, ouais. Tout ça, c'est une histoire de sphère. Non, en fait, je changerais le terme pointu par personnel. Ouais, c'est une musique qui te ressemble, c'est-à-dire que quand on écoute, on sait qui l'a fait. Disons qu'en tout cas, ça fait appel à juste que moi j'aime. Ça, c'est sûr. Je me suis toujours posé une question, c'est comment tu as trouvé ta voix? Ouais. Comment tu l'as Ok. Comment tu l'as trouvée? J'ai trouvé quoi? Ta voix. Ah, comme un billet de 50 balles par terre. Ouais. Un jour, je sais pas, j'avais j'étais à la guitare et puis je me disais... Puis cette espèce de yodel bizarre... Ouais, fait ce truc un peu de chèvre comme ça. J'ai dit c'est marrant. Et puis je sais pas, j'ai poussé le truc. Alors avec beaucoup de manières au début, parce que quand on trouve sa voix VOX, forcément au début on a la palette est serrée, donc il y a peu de choses avec lesquelles jouer. Et puis avec le temps et le travail, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de timbres, beaucoup de couleurs possibles, qui servaient l'interprétation, les mots, certaines notes, certaines associations de timbres avec certaines notes, certains intervalles de notes. Donc après, c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai beaucoup travaillé autour de ma voix parce que comment expliquer? C'est pas un truc inné chez moi. C'est quelque chose qu'il a fallu que j'aille chercher quand même. Ça s'entend parfois d'ailleurs. Moi, je trouve dans mes prestations, c'est un truc que j'ai encore du mal à m'entendre. Mais c'est un mélange de travail et un mélange de chance. Il se trouve que j'ai ce timbre-là, j'y suis pour rien, quoi. Une des caractéristiques de la musique de Woodkid, c'est la réalisation. Les morceaux sont réalisés, c'est-à-dire qu'il y a un sens sonore, un sens artistique, une cohérence narrative. Comment on prépare la réalisation d'un morceau? Parce que il y a finalement, de nos jours, très peu d'albums qui sont réalisés avec une cohérence, et souvent une suite de morceaux comme ça. Ouais. Alors, pour ma part, parce que je pense que chacun a sa manière de travailler, j'ai pas une manière très universelle de travailler, mais ça commence par un climat, de créer un climat. Donc c'est de la recherche de son, de la recherche d'images aussi, parfois même très, très tôt. Des recherches de champs lexicaux, des recherches de beats, des recherches de textures, d'instruments, de choses à sourcer. Et très vite, une sorte de manifesto. J'adore travailler dans le cadre d'une sorte de charte. Avec une intention. Avec des limites, surtout. Avant même d'avoir des intentions, j'ai des limites. Je m'impose des limites. Parce que sinon, ça peut... Quand le terrain est trop vaste, en fait, je me perds et je démolis tout pour refaire. Donc j'aime bien limiter le nombre de couleurs, le nombre de possibilités. Par exemple, jusqu'à maintenant, mais ça peut changer, il n'a jamais été question pour moi d'utiliser guitare, basse, batterie. Par exemple, pour moi, ça a toujours été des instruments qui, dans le cadre de ma musique, je peux l'adorer évidemment chez d'autres artistes, mais dans le cadre de ma musique, j'ai toujours eu l'impression que ça mettait un vernis sur ma musique qui était très radiophonique, qui était très commun pour moi. Et je me suis jamais senti à l'aise avec cette alliance-là qui, en termes de mix, est avérée avec le temps. On sait que c'est une formule qui marche. Et pour une raison que je ne saurais expliquer, le piano est un instrument par contre qui rentre dans la charte, mais à certaines conditions, qu'il soit pas trop brillant, qu'il soit mécanique, qu'il soit assez feutré, qu'il soit jamais trop dans un registre aigu. Donc voilà, c'est une série de petites règles comme ça qui sont en fait mon goût, je crois, qui sont absolument arbitraires. Mais qui sont très instinctives pour moi et autour desquelles je construis ma musique
et qui permettent de créer un peu ce sentiment en tout cas d'intention très forte, en tout cas d'intention un peu radicale. À quoi s'attendre lorsqu'on vient voir le spectacle dédié à S16 ? Parce que la création précédente était un travail formidable. Là, à quoi ça ressemble ? C'est un travail formidable aussi, j'espère. En tout cas, de mes équipes qui bossent super dur, parce que c'est un show assez technique. Ouais. C'est un show qui est plus technique que le premier musicalement. Parce qu'on utilise des technologies assez nouvelles, comme par exemple les sensory percussions. C'est quoi les sensory percussions ? C'est des capteurs assez avancés qu'on met sur des batteries, par exemple. En vrai, qu'on peut mettre sur n'importe quelle surface, mais en l'occurrence là, sur des batteries. Et qui permet de manière très organique et très modulable de déclencher des samples à partir des pots de batterie et des vibrations de batterie dans toute leur sensibilité et dans toutes leurs variations. Donc en gros, ça permet des moments dans le live qui sont assez étonnants où le batteur joue du piano, par exemple. Waouh. Ou des choses comme ça. Avec sa batterie Avec sa batterie, il joue du piano, ou il joue ma voix, ou il joue des trombones ou des trompettes. D'accord. Donc parfois j'ai assigné tout ce que je n'ai pas sur scène au batteur, donc ça c'est assez drôle. Il y a beaucoup d'interactions entre les musiciens aussi. J'ai une formation orchestrale avec moi sur scène, en tout cas un quintet. Donc je peux vraiment jouer sur vraiment l'hybridation du son entre organique et parfois très, très électro, très agressif. Mais en fait la question c'est, est-ce que c'est l'humain qui est au service de la machine ou la machine qui est au service de l'humain ? C'est les deux. Moi, j'ai aucun problème avec la technologie. C'est marrant, j'ai un problème avec l'humain, plus qu'avec la technologie. Je pense que aujourd'hui, ça c'est mon avis, mais après, je suis peut-être dans le faux et peut-être que je penserai autrement dans 10 ans, mais pour moi, le seul moyen aujourd'hui de faire une musique qui est nouvelle, c'est une musique qui forcément s'appuie sur la technologie. C'est la seule porte de sortie qu'on a d'évolution artistique pour explorer des nouveaux terrains. Et surtout, étant donné la masse de musique qui sort chaque semaine aujourd'hui, je pense que le seul moyen de se démarquer ou le seul moyen de se sentir un peu explorateur, c'est de s'appuyer sur la technologie et sur ce qu'elle peut nous proposer aujourd'hui de nouveautés, en fait. Du coup, j'essaye toujours d'être assez précautionneux avec ça pour ne pas tomber dans une musique trop électronique ou trop expérimentale. Donc c'est pour ça que je fais toujours la douche froide avec des techniques très très classiques en fait, l'orchestre, une certaine idée du songwriting qui sont finalement assez empreintes de passé et de les mettre en collision avec le futur que la technologie me propose. Woodkid a une autre casquette, à part celle qui est vissée sur son crâne, c'est celle de réalisateur. Ouh là là, on l'a jamais faite celle-là. Incroyable. Tu as réalisé les clips Born to Die et Blue Jeans de Lana Del Rey. Comment on se retrouve à travailler avec elle ? Alors moi, Lana, c'est un exemple un peu particulier parce que j'ai travaillé avec d'autres artistes anglophones, etc. Mais Lana, quand on s'est connus par la musique, parce que j'aimais sa musique avant même, au tout début, avant même le projet Lana Del Rey, etc. Et on est très vite devenus amis à Londres. On a chanté ensemble beaucoup, on a travaillé ensemble d'abord sur un crush un peu musical. Et après, les premières maquettes sont arrivées au moment de Video Games, de Blue Jeans, tout ça. Et je me suis dit, tiens, j'aime beaucoup la maquette de Born to Die, est-ce qu'on ferait pas un film, quelque chose autour de ça ? Et puis on a commencé à travailler son identité, à chercher cette espèce de charme un peu rétro, mais un peu emphatique en même temps, etc. Et puis, en même temps qu'on développait le projet, moi, ma carrière commençait à vraiment prendre en tant que musicien, et elle aussi, on a été très synchrone en fait. Et puis on a eu de plus en plus de soutien de son label, de tous les partenaires qu'on avait autour, donc on a pu faire gonfler un peu nos ambitions. Et ça a donné Born to Die, en fait, qui a été son premier gros single. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui te donnent envie de travailler pour eux à la réalisation ? Encore ? Ah ouais, beaucoup. Mais, qui ça, par exemple ? Je pense que je ferais un truc bien avec Billie, mais elle est suffisamment équipée elle-même, elle a tous les outils elle-même pour le faire très bien. Donc en fait, elle n'a pas besoin de moi. Moi, j'aurais plus besoin d'elle qu'autre chose.
moi, j'ai toujours... bon, après, j'ai une relation particulière avec Rihanna. Rihanna, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait des choses dont je suis très fier. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses qui arrivent. J'espère que j'en serai. Ça fait très Serge le Mytho dit par moi, mais par Woodkid, c'est vrai. C'est Jonathan Cohen. Comment on travaille avec Rihanna? Assez simplement. Tu serais très étonné. Surtout, on rigole énormément. Donc, c'est quoi une blague de Rihanna, par exemple? Je peux pas. Une Riri jokes? Je peux pas. La vache qui rit, non? Non, je peux pas dire. Je peux rien dire. Je peux rien dire. Je garde ça pour moi. Non, c'est du comique de situation presque. C'est de s'amuser parfois de l'absurdité que sont ces tournages-là. Tourner dans ces conditions-là, avec autant d'équipes, autant de moyens, parfois c'en est drôle. Et je crois ce qui l'intéresse le plus, c'est de s'amuser. C'est de s'éclater dans ce qu'elle fait. Elle apparaît comme une machine et comme quelqu'un qui est très forte en business, parce qu'elle l'est, mais je crois que c'est aussi quelqu'un qui adore s'amuser. Et la réalisation, par exemple, de longs métrages, est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu as envie d'aller? En tout cas, la réalisation de formes plus longues, qui permettent de développer plus ce que j'aurais à dire ou ce que j'ai envie de dire, oui. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre exactement. Si c'est du long, si c'est de la série, si c'est du jeu vidéo, si c'est des formes plus hybrides, de scénographie. Mais développer sur la longueur une narration, oui, ça m'intéresse. Le long métrage, j'ai un peu essayé en écriture, etc., avec des co-auteurs, tout ça. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le sujet qui tient la durée. En tout cas, pour moi, qui reste quelque chose d'excitant, même après 6 mois de travail. J'ai pas trouvé le sujet qui me transperce vraiment. Donc, mais je désespère pas. Nous allons parler jeux vidéo avec 2 membres du site de référence. Le site s'appelle gamecult.com et nous sommes avec Pouyo et Louma. Salut. Salut. Salut Mouloud. Comment vous allez? Plutôt bien, ravi d'être ici. Moi aussi, je tiens à vous dire que je suis tout simplement fan de votre site. J'expliquais avant votre arrivée à Woodkid à quel point je passais mes semaines à regarder votre travail, vos tests. Et c'est un site qui dure depuis combien de temps maintenant? Depuis plus de 20 ans déjà. Ouais, c'est fou. Est-ce que le jeu vidéo, ça reste un truc pour tout le monde maintenant? Ça y est? Évidemment. Enfin, c'est le loisir numéro 1. Tu as bien vu comment ça a cartonné pendant le Covid. Donc c'est passé de underground à verveine. Mais exactement. Johan, Woodkid, est-ce que tu joues beaucoup? Pas assez. Oui, beaucoup, mais j'aimerais jouer plus. Parce que le train va vite et c'est difficile de tenir l'actu parfois. Mais là, comme je suis en tournée, j'ai l'occasion de jouer un petit peu. Ça, c'est assez cool. Et tu vas travailler apparemment avec un génie du jeu vidéo. Peut-être, je ne sais pas. C'est pas fait? C'est déjà fait, surtout. Ouais. Tu as travaillé avec Hideo Kojima? Avec Hideo Kojima, oui. C'est qui Hideo Kojima, Luma, pour les gens qui ne le connaissent pas? Hideo Kojima, maintenant il ne travaille plus avec Konami, mais c'est Monsieur Metal Gear Solid, tout simplement. C'est quoi? Comment le définir? C'est un créatif? C'est un réalisateur, mais un réalisateur de jeux vidéo. Donc voilà, avec sa propre vision, sa propre écriture. C'est un grand amateur de cinéma. Il essaie d'en calquer les codes tout en appliquant ses recettes de gameplay depuis plus de 20 ans, 30 ans maintenant. C'est vraiment indissociable. Ça fait partie des auteurs du jeu vidéo. Donc il y a aujourd'hui du jeu vidéo d'auteur. Bien sûr, il y en a toujours eu, si tu veux. Mais lui, il applique vraiment ses codes cinématographiques avec des cinématiques, il va piocher parmi les artistes de son cœur, et puis beaucoup de références, toujours. Alors, beaucoup d'autocitations aussi. C'est quelqu'un qui a une haute estime de son travail, et c'est normal vu le succès. Et qui fait des sorties toujours remarquées sur les réseaux sociaux, extrêmement arrogant. Exactement, mais il sait s'entourer et puis il a une passion telle pour le cinéma que il fait appel à Mads Mikkelsen, à Léa Seydoux, à beaucoup d'acteurs de renom pour donner plus de pattes à sa propre création. Et également à Woodkid, notre invité. Comment ça s'est passé la collaboration avec lui? Incroyable, c'était encore plus fou que ce que je pensais. C'est-à-dire que ça a commencé par une série de discussions puis de rencontres. Au début, je me suis dit au mieux, il va utiliser un bout de ma musique dans un de ses trailers. Non, il a utilisé de la musique dans son intégralité dans le trailer, puis après, il a monté dessus, puis après, il a fait ma promo non-stop pendant 2 semaines sur les réseaux sociaux, puis il m'a inclus dans le jeu, puis il a inclus ma musique dans le jeu, puis au bout d'un moment, c'était un peu genre... non, je t'ai plus, quoi. Ça veut dire que dans le jeu vidéo Death Stranding, on peut jouer avec Woodkid? Non, on peut jouer avec ma musique. Waouh! Qu'est-ce que ça fait?
Moi, c'est très particulier pour moi parce que j'ai une relation très très particulière avec Hideo Kojima et notamment avec la série des Metal Gear. J'ai encore un petit peu du mal à réaliser, pour être très honnête. En quoi la musique de jeux vidéo est un art majeur ? Parce que ça accompagne le moindre sentiment. Comme on parlait de pouvoir d'évocation, c'est ça. Et la puissance de ces mélodies-là, c'est qu'elles te restent dans la tête. Alors évidemment, ils étaient limités à l'époque quand ils composaient sur NES pour d'avoir des boucles qui sont mémorables. Et comme dans n'importe quel film, ton action est transcendée par l'emploi de musique. Luma, quelle est la musique de jeux vidéo qui te donne le plus d'émotions ? Il y en a beaucoup. Ça serait forcément lié à l'enfance. Ça serait soit des licences Mario ou Zelda parce que c'est les franchises avec lesquelles j'ai grandi. Mais d'ailleurs, je l'ai mis dans la liste. Mais le thème du monde principal de Super Mario World, ça doit être mon premier souvenir de musique de jeux vidéo. Et pourquoi est-ce que ça nous touche autant ? Parce qu'en fait, finalement, c'est des morceaux de jazz un peu réarrangés, la musique de Mario. Parce que Shigeru Miyamoto était dingue de jazz. Parce que je pense que tu les relis au meilleur moment de ta vie, en fait. Ouais. Voilà, c'est le moment de l'innocence, de l'enfance, du partage. Quand t'as tes potes à la maison, que tu joues à Streets of Rage, quelque part, quand t'entends la musique du premier niveau, qui est très inspirée de la house de l'époque, ça te rappelle aussi tous ces bons moments que t'as passés avec tes potes à te castagner. Et voilà, Street Fighter 2, pourquoi ça restera emblématique ? C'est parce que c'était toute une génération qui a grandi avec ces thèmes-là. Et comme la musique, finalement, tu peux pas dissocier musique de jeux vidéo et musique d'une certaine... Enfin voilà, c'est de la musique, et c'est ce qui te relie au monde, aux proches, et c'est trop important. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo dépasse dans certaines productions celle du cinéma. Un talent comme Woodkid est approché par un créatif comme Hideo Kojima. Est-ce qu'il y aura de plus en plus de ponts, ou en tout cas de disruption entre la musique et le jeu vidéo ? Il y en a déjà maintenant, avec le système d'adaptation. Et il y a des œuvres qui pendent, comme chez Hideo Kojima, à aller vers le cinéma. Je pense notamment à la série des The Last of Us, que même si je ne l'ai pas fait, je sais que ce sont des jeux vidéo cinématographiques dans leur approche de la narration, dans leur approche de l'écriture des personnages, et du coup aussi dans la composition technique, la composition des plans, le gameplay et la musique. C'est l'heure de l'infusion. Les choses, les créations, les œuvres qui vous ont inspiré sur Europe 1. Qu'est-ce que je vous sers ? Une infusion ? Une infusion. Pour la première infusion, Woodkid a choisi Philip Glass avec le morceau Pni 1. C'est ça ? Ouais. Pourquoi ? Alors, c'est Einstein on the Beach, c'est une pièce que j'adore, qui est très mathématique, parce qu'elle évoque la science, et qui est super émouvante aussi. Puis moi, j'ai jamais caché ma fascination pour le travail de Glass. Donc voilà, c'est une pièce que j'ai eu la chance de voir à Berlin, qui est une pièce qui est très difficile à produire parce que c'est une pièce qui est extrêmement chère, c'est une pièce qui dure 6 heures, mais c'est un truc complètement dingue à voir, et cette musique-là me transporte complètement. Luma, tu as choisi une musique de jeu vidéo préférée, et c'est Sayonara Wild Hearts avec le titre Begin Again. C'est un jeu extrêmement particulier qui dure exactement 53 minutes, Ouais. Tout simplement parce que c'est une sorte d'album musical interactif, Ouais. où chaque niveau est un morceau, alors chanté ou pas, là c'est un morceau chanté en l'occurrence, qui raconte simplement le chemin de l'héroïne sur comment elle va se remettre d'une rupture. Il y a un travail narratif et musical que j'ai trouvé brillant. Et comment on se remet d'une rupture alors ? En jouant à Sayonara Wild Hearts. Voilà. Très bien. Sur quelle console ? Sur Switch, PC, PlayStation, il est sorti un peu partout. Voilà, si vous êtes en rupture amoureuse, jouez à Sayonara Wild Hearts en écoutant Verven Underground. Pouyo, Nicolas, quel choix ? C'est Megaman 2, c'est ça ? Mais Pourquoi ça, fallait pas, me le faire au blind test, j'aurais trouvé. Megaman 2, t'aurais trouvé. Ouais. C'est un morceau qui est très très nostalgique. D'ailleurs, il y a une reprise au Japon très célèbre qui s'appelle Oxenman et qui parle un petit peu de ce rapport nostalgique à l'enfance. Encore une fois, décidément, je change pas de disque, mais voilà, ce rapport vraiment, toute cette période un petit peu dorée. C'est un salaryman qui se remémore ses anciens souvenirs et qui se dit, c'était peut-être mieux avant. Mais c'était pas mieux avant, si ? Non. J'ai l'impression qu'on peut pas dire que c'était mieux avant avec le jeu vidéo. Non, c'est plusieurs évolutions. Mais j'aime autant les expériences à l'ancienne que ce qu'on est en train de découvrir. On parlait de Death Stranding. C'est bien d'avoir des jeux, des propositions aussi intéressantes, intrigantes que Death Stranding aujourd'hui. Vous écoutez Verven Underground, nous sommes avec Luma et Pouyo du site Gamecult et Woodkid. Mais avant de vous dire adieu, nos invités ont quelques recommandations pour vous. Verven. Comment te dire adieu ? Underground. Avant de nous dire adieu, Woodkid a choisi le dernier album de Boys Noise. Ah ouais, la prod est dingue.
Il faut l'écouter, c'est fou. Il y a un morceau qui s'appelle Sperme, Ouais. qui est hallucinant. Bonjour Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Europe 1. Un morceau qui s'appelle Sperme, qui est hallucinant en termes de son. C'est vraiment un génie du son. J'adore. Pouyo et Luma, qu'est-ce que vous avez choisi avant de nous dire adieu? Qu'est-ce que vous nous recommandez? D'aller sur le site Gamecult? Évidemment, bien sûr. Non, on n'a pas eu de recommandation spéciale. Death Stranding Director's Cut. Death Stranding Director's Cut, c'est Voilà. un excellent jeu. Voilà, allez, venez lire le test de Death Stranding Director's Cut sur Il y en Gamecult. a pas, c'est pas À quel jeu il faut jouer en ce moment? En ce moment, on est pas mal sur Metroid Dread tous les deux. Ouais. Voilà. C'est vrai. Je l'ai fini, on échange beaucoup. Et puis on fait une petite émission sur un jeu qui s'appelle Pokémon Unite. Ouais. Voilà, on est tombé dedans. Donc ça s'appelle Pokémon Tonight. C'est quoi? C'est quoi? C'est League of Legends, mais avec des Pokémon. Ah. Mais c'est diabolique comme concept. Et on C'est diabolique, mais ça marche bien, c'est ça qui est affreux. Et alors, est-ce que moi, par exemple, je suis un peu plus âgé et je suis passé à côté de Pokémon. Ah bon Pokémon, j'ai jamais compris. Pokémon Go, j'ai pas C'était trop compris. social comme jeu, non? Ouais, c'est ça. Il fallait trop d'interaction avec les humains. Est-ce que là, on peut y jouer si on connaît pas Pokémon? Oui, après, l'intérêt, il est beaucoup dans le fan service, parce Ouais. qu'il y a quand même le système d'évolution. C'est un système en équipe où on va composer du coup une équipe avec 5 Pokémon. Donc il y a tout le truc du je prends celui-là parce qu'il a l'air cool. Donc il joue énormément quand même sur l'affect et sur la nostalgie qui habite des fans de Pokémon. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur le site Gamecult. C'est le site de référence du jeu vidéo, évidemment, bien sûr. Et j'en embrasse les gaijins de Gaijin Dash. Merci beaucoup, Luma. Merci, félicitations pour le travail. Bah, merci. Je suis réellement fan. Je suis très content de vous recevoir. Merci, Nicolas. Merci, Pouyo. infiniment. Bravo pour Gamecult. Bravo pour les heures de passion. Parce que c'est une équipe qui travaille de manière acharnée. Vraiment, c'est des gens qui se donnent à fond pour donner une véritable image du jeu vidéo, sérieuse, sourcée. C'est du véritable, c'est du beau travail, c'est de la belle enquête, c'est du beau journalisme. Bravo. Merci, je sais Voilà. pas quoi dire de plus. Bah, c'est très touchant. Merci. Voilà, vous me donnerez un abonnement gratuit parce que ça me coûte des sous-sous, tout ça. Moi, je veux bien aussi. Non. Woodkid, toujours un bonheur de t'avoir à nos côtés. Ah ouais? Bah oui, Mais évidemment. pareil, Mouloud. On a passé un moment fabuleux ce soir. Absolument. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour nous suivre à l'heure de votre choix.